Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce 209e numéro de Que faire des mômes. Le 3 novembre, c'est la journée de la gentillesse. Cette journée était initialement célébrée le 13 novembre, mais depuis quelques années, cette date est dédiée aux commémorations des terribles attentats de 2015. Elle a donc été avancée au 3 novembre. Être gentil, c'est avoir une tournure d'esprit positive et c'est bon pour la santé. On aurait tort de s'en priver. C'est tout moi, ça. Mais c'est vous aussi. Je le sens bien à travers vos nombreux messages sur nos différents supports de Que faire des mômes. J'en profite pour vous remercier pour vos encouragements et votre soutien. Du coup, je décrète que la deuxième semaine de novembre sera désormais la semaine des auditeurs sympas de Que faire des mômes. Bon, vous êtes gentils, mais j'ai un programme à présenter. Sans plus attendre, voici le sommaire de ce nouveau numéro. Dans l'agenda de Que faire des mômes, je vous parlerai du festival Thoiry Lumière Sauvage et de l'activité Murmure Escalade. Dans la rubrique cinéma coup de projecteur sur le film historique et familial Fritzi, je vous présenterai ma sélection livres. J'aurai le plaisir de recevoir en invité Florie de Castro pour Tuk Tuk, le magazine et le podcast, un média destiné aux 3-7 ans. Sylvette Granger, psychologue et autrice jeunesse pour son livre On m'a dit qu'il était au ciel, le 9e numéro de sa série Petites histoires de famille, publié aux éditions Neva, qui a pour thème le deuil et la séparation d'un être cher, mais aussi Jean-François Copé, maire de Meaux, et Bernard Lossiciro, conseiller municipal et vice-président du Pays de Meaux, délégué à la culture. Nous reviendrons ensemble sur le week-end de reconstitution historique qui a eu lieu en septembre dernier au musée de la Grande Guerre de Meaux à l'occasion des commémorations de la première bataille de la Marne. Tout de suite, dans Que faire des mômes, c'est votre rubrique Agenda. Que faire des mômes? Depuis le 25 octobre 2020 jusqu'au 7 mars 2021, foncez sans hésiter au festival Thoiry Lumière Sauvage. 2 ans que ce festival existe et il reste un incontournable à faire en famille pour les 3 à 77 ans, et cela à la nuit tombée. Le festival Thoiry Lumière Sauvage s'illumine de nouveau en 2020. Pour nous emmener dans une balade totalement féerique, vous serez bluffé par la beauté des illuminations à la tombée de la nuit. Laissez-vous surprendre par les 1000 animaux, personnages et autres scènes qui prennent vie dans les jardins du château. Cet événement est organisé dans le respect des normes sanitaires. Le masque est obligatoire sur le parcours comme dans le zoo. Bon plan, Que faire des mômes, le festival Thoiry Lumière Sauvage est inclus dans le billet Journée Zoo plus Safari, sans supplément. Billet vendu aux caisses du zoo et sur Internet. Vous avez des enfants qui bougent tout le temps, alors l'escalade est l'activité idéale pour qu'ils se dépassent, mais aussi les motiver à aller toujours plus haut. Cette activité est possible grâce à Murmure, la référence de l'escalade en salle à Paris. Pour commencer, petite info sur l'escalade. L'escalade de voies consiste à grimper sur une surface artificielle avec des voies ouvertes de couleurs différentes et de niveaux de difficulté variables, du débutant à l'expérimenté. Les grimpeurs forment une cordée 2 par 2. Un équipier monte sur la paroi tandis que l'autre, resté au sol, l'assure à l'aide d'une corde. Murmure est ouvert de 7h du matin à minuit. Si vos enfants souhaitent pratiquer de façon hebdomadaire, alors les cours enfants sont la solution. Une façon ludique et amusante d'apprendre l'escalade, vecteur de motricité, de concentration, de confiance en soi et envers l'autre. Durant ces différents cours, l'enfant va solliciter ses facultés d'observation, de réflexion et d'analyse pour pouvoir conserver son équilibre et choisir les bons placements. Pour tout savoir sur Murmure, rendez-vous sur le site www.murmure.fr. Voilà une activité qui plaira sûrement à ma petite nièce Erika. À présent, c'est votre rubrique cinéma. Que faire des mômes? Cette semaine, je vous parle du long métrage d'animation Fritzi, un film historique et familial réalisé par Ralph Kukula et Matthias Brunn. Leipzig, Allemagne de l'Est, 1989. Pendant l'été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi, part en vacances en lui confiant son chien adoré, Spooknik. À la rentrée des classes, Sophie est absente et sa famille a disparu. Avec Spooknik, Fritzi entreprend de traverser clandestinement la frontière pour retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure dangereuse et historique. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Moi aussi, je veux changer les choses. C'est pas juste que Spoutnik et moi on puisse plus jamais revoir Sophie. Attends, qu'est-ce que t'as derrière la tête, Fritzi? Je veux amener Spoutnik à Sophie. Et traverser la frontière? Y a des soldats avec des chiens et des armes. Au revoir, maman. Eh, ma chérie, tu ne pars que 4 jours. Si tout se passe comme prévu, tu seras avec Sophie dès demain. Tu sais te servir d'une boussole?
W, c'est pour l'Ouest. Ma grande aventure a commencé. Allez, Spoutnik, il faut se dépêcher. Spoutnik, reviens! Fritzi, un film d'animation à voir à partir de 10 ans au cinéma. Il est temps en présent dans Que faire des mômes de vous dévoiler ma sélection livre. Que faire des mômes? José Masson, travailleuse sociale qui a développé une expertise reconnue au Québec et au-delà en matière de deuil chez les enfants et les adolescents. Formatrice et conférencière qui a notamment été intervenante dans le réseau public pendant 13 ans avant de se lancer dans l'aventure du privé en créant il y a 10 ans Deuil Jeunesse, un centre de bienfaisance qui assure spécifiquement des interventions professionnelles, individuelles, familiales et de groupe pour les enfants et les adolescents endeuillés. L'autrice vous propose Mort mais pas dans mon cœur, accompagner un jeune en deuil, un guide concret et empathique pour aider à faire face à ces situations si délicates. L'autrice décrit de façon claire et simple la façon dont les enfants vivent une disparition. Ce livre est riche en témoignages et en conseils concrets et saura vous guider, chers parents, éducateurs mais aussi toutes les personnes touchées par le deuil vécu par un jeune. Un livre publié aux éditions des Clés de Brouwer. Emmanuel Le Petit publie aux éditions Fleurus Le jour où j'ai décidé de sauver ma planète. 4 histoires écolo pour prendre soin de la nature où les petits héros parlent d'écologie, de nature et de ces gestes solidaires et responsables qui font du bien à notre belle planète. Ce livre est accompagné des illustrations poétiques de Thierry Magne. Alors ce qui est super, c'est qu'après chaque histoire, les petits lecteurs retrouvent une double page avec des explications et des idées pour à leur tour être les acteurs du changement. Un album préfacé par Maxime Zucca, ornithologue et directeur du pôle protection de la nature à la LPO pour devenir un héros écolo, un livre dès 6 ans. Voilà, c'en est tout aujourd'hui pour ma sélection livre. Vous écoutez Que faire des mômes, j'accueille à présent ma première invitée, Florie de Castro. Bonjour Florie de Castro. Bonjour. Alors je vous ai reçu il y a quelques mois pour Tuk Tuk le magazine dont je suis fan. Aujourd'hui, si je vous reçois, c'est pour parler de Tuk Tuk le podcast qui est un média destiné aux 3-7 ans. Florie de Castro, racontez-moi comment est né ce projet. Alors c'est vrai qu'on s'est parlé il y a quelques mois quand on avait commencé le projet du magazine. Et c'est vrai qu'à l'intérieur du magazine, on avait déjà une petite histoire qui était racontée aux enfants. Et on s'est rendu compte que ça avait quand même un gros succès et que les gens avaient vraiment envie d'entendre des histoires racontées. Donc on s'est dit, on va lancer donc le podcast Tuk Tuk, donc qui a été lancé depuis le mois de juin. Voilà, on a commencé avec un podcast par mois et puis maintenant on est à 2 podcasts par mois. Alors, est-ce qu'avant tout, le but de ce podcast ne serait pas de sensibiliser les apprentis citoyens du monde à la mixité culturelle et surtout à protéger la planète ? Ah, c'est totalement ça, oui, on est totalement c'est totalement les thématiques en fait du podcast. Alors, quelques mots sur le contenu pédagogique que pourront découvrir dans ce podcast les jeunes auditeurs. Alors, dans ce podcast, on va avoir, on va dire, donc 3 thématiques. Un qui est la voyage et la culture française. Un autre qui va être sur la découverte sur le monde. Et ensuite, qui est vraiment sur l'écologie. Donc, en fait, on alterne dans dans le mois, en fait, on va alterner. Par exemple, là, le 18 octobre, on aura la promenade automnale en Irlande. On va avoir quelque chose sur Halloween en Louisiane. Pour Noël, on va plutôt avoir la féerie de l'Avent en Alsace. Voilà, on va découvrir différentes régions. Différents pays du monde, voilà. Et ensuite, il y aura aussi quelques podcasts qui sont branchés beaucoup plus sur la nature, la protection des animaux et l'écologie. Combien de temps ça demande de préparer un podcast ? Alors, pour préparer un podcast, il faut quand même, pour nous, il nous faut quand même pas mal de temps. Il nous faut à peu près 1 mois, oui. Du début à la fin, entre le moment où on écrit l'histoire, les corrections. Ensuite, en fait, c'est envoyé à nos acteurs voix. Jusqu'à présent, on n'avait qu'un seul acteur voix qui était un homme, et maintenant on a décidé de rajouter aussi donc une femme pour faire les voix féminines, pour que ce soit un petit peu plus sympa. Donc c'est vrai qu'on envoie aux 2 personnes puisqu'elles ne sont pas au même endroit. Oui. Et ensuite il y a tout le montage, la recherche des sons, des bruitages. Donc c'est vrai que ça nous prend quand même un petit peu de temps. Parce que vous êtes à l'étranger, hein, je veux préciser à nos amis auditeurs. Hein. Oui, moi je suis en Corée. Oui. Et une des voix est en France et une des voix est en Corée. Donc après, il faut relier le tout. Florie de Castro, alors ce qui est super, c'est que vous proposez ce podcast en complément de chaque numéro du magazine éponyme, ce qui permet aux enfants de regarder les images du magazine tout en l'écoutant. C'est génial ça. Oui, alors en fait, toutes les histoires ne sont pas forcément dans le magazine, puisqu'aujourd'hui on en a rajouté.
Donc en fait, aujourd'hui, on a des histoires qui sont dans le magazine et des histoires qui vont être juste pour le podcast, pour avoir plus d'histoires à proposer pour le podcast. Parce qu'on a vraiment une vraie demande sur le podcast. Alors je vous propose que l'on écoute un court extrait d'un de vos podcasts, c'est La famille nomade à Séoul. On écoute. Aujourd'hui, la famille nomade visite le palais Gyeongbokgung. Un joli spectacle les attend. Des hommes en costume marchent avec de grands drapeaux et un tambour qui fait boum, boum, boum. Nora est toute contente, mais Lucien semble préoccupé. Alors quelques mots sur cet épisode. Alors c'était dans le numéro 1, en fait c'était notre premier magazine Oui. qui était donc sur la Bretagne et la Corée du Sud. Alors j'ai entendu dire qu'à Noël, vous proposez des surprises en tout cas. Oui, alors à Noël, on va avoir 3 podcasts qui vont faire un petit peu chaque semaine le calendrier de l'Avent, avec justement un podcast sur l'Alsace, sur les féeries de l'Avent en Alsace, un sur Grand-Père Gel qui va être en Russie et un qui sera donc sur le Noël au Canada. La mission vraiment de Tuk Tuk, que ce soit pour le podcast ou pour le magazine, c'est vraiment de répondre à la curiosité des enfants, en fait en leur offrant des contenus ludopédagogiques, éducatifs pour qu'ils les ouvrir sur le monde et les sensibiliser à la beauté de notre planète et au respect des différences. Alors, est-ce qu'avec cette épidémie de coronavirus, est-ce que ça a changé les choses déjà en Corée, puisque vous êtes en Corée? Oui, alors c'est vrai que la période, nous, en fait, du virus et du confinement en France, on avait lancé aussi des kits d'activités qu'on a fournis gratuitement le premier mois, et ensuite les gens pouvaient acheter des kits au prix qu'ils voulaient. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de gens qui sont venus voir en fait notre site. Et on a eu une vraie demande à ce moment-là sur les podcasts. C'est aussi pour ça que le podcast a commencé au mois de juin. Et je pense qu'il y a de plus en plus de demandes aujourd'hui sur les podcasts. Quelle est la situation actuellement en Corée? Alors la situation en Corée aujourd'hui par rapport à la France, on a très très peu de cas puisque je crois qu'aujourd'hui on est à 30 cas sur toute la Corée. Mais malgré cela, on a tous le masque, les écoles ne sont ouvertes qu'un jour sur 2 et les mesures sont juste énormes alors qu'on a très 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 peu de cas par rapport à la France. Voilà, on fait toujours une quarantaine de 14 jours chez soi sans sortir dès qu'on rentre dans le pays. Voilà, on est avec un petit QR code sur notre téléphone qui nous suit. Voilà, donc on ne peut pas sortir du tout. Alors on va parler à présent de votre compte Instagram puisque Tuk Tuk est sur Instagram également. Hein. Ah oui, Tuk Tuk est sur Instagram, oui. Ouais. Vous publiez à quelle fréquence sur Instagram? Alors aujourd'hui, on publie alors je vais pas dire presque tous les jours, mais une fois tous les 2 jours. Ouais. Donc on essaie de tenir une fois tous les 2 jours, et c'est vrai que ce n'est pas facile. Donc on parle un petit peu de tous les sujets, que ce soit le podcast, le magazine, et on a aussi donc un blog. Donc une fois par semaine, on a un article de blog sur la parentalité qui sort. Donc on parle aussi de ces sujets-là sur le blog, sur le compte Instagram. Mais sinon on est très présent sur Instagram et sur Facebook. Alors quel style de photos vous publiez? Alors, on va publier des photos, des illustrations du magazine. Oui. C'est surtout des illustrations du magazine, mais ça peut être aussi des photos de nos petits lecteurs. Oui. Voilà. Ensuite, on va vous retrouver les photos quand le podcast sort. Voilà, mais c'est souvent les illustrations. Est-ce qu'il y a un compte en particulier que vous suivez et que vous souhaiteriez mettre à l'honneur? En fait, je suis quand même les comptes de nos illustratrices, puisqu'on travaille avec plusieurs illustratrices en France, que ce soit les petits brins d'Isabelle, ou que ce soit le compte d'Alexandre Michel, voilà, le compte surtout de nos illustratrices. Très bien. En tout cas, j'invite tous nos auditeurs qui souhaiteraient découvrir Voyage avec les merveilleuses histoires de Tuk Tuk à se rendre sur les plateformes d'écoute. Je souhaitais rappeler que le magazine est disponible sur tuktuk-magazine.com. Merci Florie de Castro. Écoutez, merci beaucoup. Dans Que faire des mômes, je reçois à présent Sylvette Granger pour son livre « On m'a dit qu'il était au ciel ». Bonjour Sylvette Granger. Bonjour Eric. Alors vous êtes psychologue et autrice jeunesse, alors je vous ai reçu il y a quelques mois pour votre livre Les pouvoirs de Caline, et en cette période de vacances de la Toussaint, je me suis dit qu'il serait bien de vous inviter à nouveau pour parler cette fois-ci de votre livre On me dit qu'il était au ciel, qui est le 9e numéro et dernier de la série Petites histoires de famille, publié aux éditions Neva, un ouvrage dont le thème est le deuil et la séparation d'un être cher. Sylvette Granger, qui est Simon et que demande-t-il au Père Noël? Alors Simon est un petit garçon de 8 ans qui se prépare à rédiger sa liste au Père Noël. Et en fin de liste, il lui fait une demande très très particulière. C'est qu'il lui demande de lui ramener son oncle, qui est entre autres son parrain,
et parce qu'on lui a dit que son parrain était monté au ciel. Il supplie le Père Noël de lui ramener en lui disant que puisqu'il est sur son traîneau et qu'il traverse cette partie du ciel avant de venir livrer les cadeaux, eh bien qu'il en profite pour s'arrêter et emmener son parrain, que ce serait pour lui le cadeau le plus merveilleux du monde. Ouais. Sylvette Granger, comment parler de la disparition d'un être cher à un enfant ? Alors, la mort, tout d'abord, n'est pas un départ. Oui. Souvent, c'est vrai qu'on dit à l'enfant, il est parti, notamment, il est parti au ciel. En fait, c'est un euphémisme à bannir. La mort se verbalise. Il faut parler de la mort aux enfants pour les amener à penser que c'est un immense et un très, très gros chagrin. Les parents sont souvent très, très, très mal à l'aise pour en parler. C'est un sujet très souvent tabou. Et donc, on comprend les difficultés parce que souvent, les parents n'osent pas en parler, souvent parce qu'ils ont peur du chagrin de l'enfant. Oui. Et il ne faut pas en avoir peur. Le gros chagrin de l'enfant, c'est ce qui va lui permettre d'évacuer cette peine qu'il va avoir. Et donc, on peut le lui permettre de plusieurs façons. D'une part, on peut le lui permettre au niveau du langage, donc on va en parler, ou en lui demandant, par exemple, de faire un dessin ou d'écrire un texte sur la personne, à propos de la personne qui a disparu, ou parfois de l'animal, parce que quelquefois, ça concerne l'animal domestique qui était très très proche de l'enfant et qui vient de mourir. Et même cet événement, les parents sont souvent en difficulté pour dire mais comment je vais lui en parler. Alors, il est important de révéler la vérité à un enfant, d'autant plus quand cette vérité le concerne. Bien sûr. Alors, il y a un passage du livre qui m'a bouleversé et que j'aimerais que vous nous lisiez, si vous êtes d'accord. C'est le passage dans lequel Arnaud, le papa de Simon, donne des explications sur la disparition de Fred, le parrain, donc du petit garçon. Vous voulez bien nous lire ce passage-là ? Bien sûr. Alors, on vous écoute. Arnaud propose à Simon de s'asseoir près de lui. Simon, lui dit-il d'un ton grave, le Père Noël ne pourra pas te ramener Fred. C'est impossible. Mais pourquoi ? Demande Simon, des larmes au bord des yeux. Ton parrain est mort au mois de septembre dans un accident de la route. Les pompiers, qui se sont rendus en urgence sur les lieux de l'accident, n'ont pas réussi à le sauver. Ça veut dire quoi, être mort ? Cela veut dire qu'on ne pourra plus ni le voir, ni le toucher, ni lui parler. Mais il reste à jamais dans notre cœur et dans nos pensées. Ouais. Alors dans cet ouvrage, vous suggérez aussi des solutions très concrètes à mettre en place facilement pour que les enfants retrouvent leur repère dans une situation aussi bouleversante. Quelles sont ces solutions ? Alors les solutions, c'est aider l'enfant à se projeter et à être dans cette phase d'acceptation, tout en respectant la douleur, le chagrin de l'enfant. Alors effectivement, il y a aussi, c'est évoqué dans l'histoire, la solution d'aller se recueillir sur la tombe du défunt, parce que voilà, c'est vrai que c'est important. Aller sur la tombe, c'est prendre conscience des choses très concrètes. Et c'est une façon d'initier l'enfant à la réalité de la mort. C'est difficile effectivement parce qu'il n'y a pas de recette miracle. En revanche, surtout ne pas avoir peur du chagrin de l'enfant, verbaliser la mort avec lui, le lui annoncer dans un contexte sécurisant, donc en étant avec lui, auprès de lui, dans un lieu qu'il affectionne particulièrement. On se met dans le salon, on se met dans sa chambre et on en parle de façon tout à fait calme. Il ne faut pas que l'adulte ait peur, lui également, de montrer sa peine et son chagrin. Si l'adulte pleure, c'est pas grave. Il faut qu'il se libère aussi. Donc, l'enfant va aussi
être réceptif à la douleur du parent. Voilà, il faut se poser et prendre le temps de lui parler et surtout de ne pas essayer d'utiliser des termes qui vont éviter d'utiliser le terme mort. J'avais un petit exemple en tête, c'est que un petit garçon qui avait fait quelques mois de thérapie pour travailler aborder cette problématique du deuil qu'il n'arrivait pas à faire. Bon, là, en l'occurrence, il était question de la mort de son papa. Et cet enfant, même après des mois de thérapie, continuait, lorsqu'il mettait le couvert dans la maison, continuait à mettre le couvert de son papa. Et il disait à sa mère, on ne sait jamais, peut-être qu'il reviendra. Personne ne sait ce qui se passe après la mort. Ce qui est sûr pour tout le monde, c'est que quelqu'un qui est mort vivra toujours dans notre cœur et dans nos pensées. Sylvette Granger, on m'a dit qu'il était au ciel, un ouvrage de la série Petites histoires de famille publié aux éditions Neva. Merci Sylvette Granger. Avec plaisir, Eric. Tout de suite, dans Que faire des mômes, je reçois Bernard Lossiciro, mais aussi Jean-François Copé, maire de Meaux. Bonjour Bernard Lossiciro. Bonjour. Alors vous êtes conseiller municipal et vice-président du pays de Meaux, délégué à la culture. Si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler du week-end de reconstitution de la Grande Guerre au musée de la Grande Guerre de Meaux, qui a eu lieu en septembre dernier. Alors comment s'est déroulée cette journée ? Alors c'est un week-end de reconstitution où on accueille sur le site du musée de la Grande Guerre à la fois le musée mais aussi l'esplanade et les parties foncières autour du musée. On accueille toute une série d'associations de reconstituants qui sont là pour faire vivre de façon on va dire presque réelle ce qu'ont été des événements de la Grande Guerre ou des scènes de la vie quotidienne de la Grande Guerre. Donc tous ces gens-là viennent en uniforme. On a eu pendant cette reconstitution 5500 visiteurs. C'est un grand succès avec 200 reconstituteurs. C'était 1000 personnes de plus qu'en 2019. Et donc vous avez la possibilité lors de ce week-end de reconstitution de voir l'ensemble des armées du conflit mondial avec des reconstituteurs qui sont là pour à la fois apparaître en uniforme, mais aussi ce sont des passionnés d'histoire. Ils vous racontent la vie quotidienne des soldats pendant cette période. Oui, ce week-end a été particulièrement riche à défiler des troupes en centre-ville, démonstrations d'artillerie, fanfares et même une course de pigeons voyageurs sur le bivouac au musée de la Grande Guerre. Voilà, ce sont des événements qu'on essaye à chaque fois de mettre en valeur. Donc, on sait très bien le rôle qu'ont eu les pigeons voyageurs. Donc, il y avait là des associations qui ont montré comment ces pigeons amenaient des informations sans être repérés. On a eu bien sûr des scènes réelles d'artillerie avec des reconstitutions d'assauts, de sorties de tranchées. Et puis, bien sûr, toutes ces associations qui étaient là, ont défilé dans la ville lors du marché du samedi pour que le musée aille plus loin que sa place qu'il occupe sur la ville de Meaux, qu'il pénètre la ville, que les gens aient ce devoir de mémoire partagé. Et puis, on va même au-delà du musée, puisque pendant ce week-end de reconstitution, les gens ont eu la possibilité, soit à pied, soit en voiture, de faire le cheminement de la bataille de la Marne. On a 12 sites dans 12 villages classés qui permettent aux gens de visiter presque en situation réelle ce qu'ont été les scènes ou les plateaux de combat pour s'apercevoir que ça a traversé notre territoire et notre communauté d'agglomération. Bernard Lossiciro, pourquoi cet événement est un rendez-vous important à partager en famille ? C'est un moment important parce que à la fois c'est montrer que ce conflit mondial a été terrible et ce devoir de mémoire, nous devons tous l'avoir et la famille est le lieu où on peut partager des émotions et on peut partager une éducation. Et puis c'est montrer aux enfants que le musée il n'est pas dédié aux adultes et que on peut venir sur des temps de vacances ou des temps avec sa famille vivre comme un enfant ce conflit mondial avec des supports adaptés comme des livrets de visite, avec des dispositifs de médiation, avec des jeux, avec des petits concours pour les enfants, notamment pendant les vacances de la Toussaint, où on peut s'occuper différemment tout en vivant la visite du musée. On la vit comme un enfant, avec une adaptation à des contenus pédagogiques qui permettent aux enfants de s'approprier ce conflit mondial et puis ensuite pouvoir le partager avec ses parents et donc faire ce devoir de mémoire qui est utile pour nos générations de jeunes enfants et de jeunes adolescents. Alors quelques mots maintenant sur le musée de la Grande Guerre, quelle est son histoire, et sur la ville de Meaux. Alors, le musée de la Grande Guerre, il prend une place de plus en plus importante puisqu'il devient maintenant inscrit au patrimoine touristique. Donc, les gens ont l'occasion, quand ils viennent à Meaux, au-delà du musée, d'aller visiter la ville, la cité épiscopale, de voir la cathédrale, de voir le musée
du Prix de Meaux. Donc il y a autour du musée toute une connexion touristique qui se fait. Et pourquoi un mot? Parce que bien la bataille de la Marne a été un lieu emblématique de ce premier conflit mondial, et c'est une volonté de la communauté de l'agglomération Jean-François Copé de faire de ce musée un moment incontournable de visite de notre patrimoine historique. Et bien, ce musée a toute sa place dans le patrimoine historique et de notre région et de notre pays. Puisqu'on parlait de Jean-François Copé, je l'ai rencontré, on écoute. Aujourd'hui, on organise un week-end des reconstituants autour de l'histoire de la bataille de la Marne, qui a eu lieu ici même en 1914, avec des reconstituants venus de toute la France, et avec des costumes, des uniformes français, allemands, mais également anglais, écossais, russes, pour figurer ce que fut l'atmosphère de la guerre de 14-18, tout autour du musée de la Grande Guerre, qui donne lieu à des animations un peu partout. Pourquoi cet événement est important pour les familles et les enfants en particulier? C'est très important tout simplement parce qu'il faut que les jeunes générations sachent ce qu'ont été les drames, les tragédies du XXe siècle avec la guerre de 14-18 et puis celle de 39-45. C'est important et c'est aussi pour ça qu'on fait l'Europe aujourd'hui pour faire la paix. Bernard Lossy-Sirot, est-ce que vous êtes déjà en préparation de la prochaine édition du week-end de reconstitution de 2021? Ah oui, c'est quelque chose qui se prépare bien en amont. Donc on veut chaque année proposer des choses différentes. Donc on a des thèmes qui permettent aux reconstituants eux aussi de travailler en amont et de se préparer. Cette année, tout était lié autour de la communication et des scènes de vie quotidienne, y compris en cette période un peu particulière de sécurité sanitaire sur la question de la santé dans les armées. L'an prochain, on donnera des thèmes différents. On veut aussi monter en puissance sur les scènes de reconstitution d'artillerie. Et puis, comme on sera dans la séquence, on va dire, du 10e anniversaire du musée de la Grande Guerre, vous verrez que ce week-end de reconstitution sera agrémenté de très très belles surprises pour nos visiteurs. En tout cas, on sera présent. Bernard Lossy-Sirot, je rappelle que vous êtes conseiller municipal et vice-président du Pays de Meaux, délégué à la culture. Merci Bernard Lossy-Sirot. Merci à vous. À noter dans vos agendas que le musée de la Grande Guerre de Meaux propose jusqu'au 3 janvier 2021 l'exposition Henri Landier peinture et dessin Requiem pour la Barthélemy. Vous pourrez découvrir au cours de cette exposition une sélection des œuvres mémorielles les plus marquantes de Landier, des peintures puissantes hautes en couleurs qui expriment la vision humanisme de l'artiste de cette époque chaotique. Il nous donne là une interprétation moderne de cette tragédie. Plusieurs rendez-vous culturels autour de l'exposition sont organisés, visites guidées et ateliers jeunes publics. Vous trouverez toutes les informations sur le site du musée, muséedelagrandguerre.e. Et bien voilà, que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Ayons une pensée pour toutes les personnes que l'on aime et qui nous ont quittés. Si vous aimez cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Bye bye.